chers amis, ce soir on a le plaisir de recevoir Monsieur le Tailleur, que d'aucuns ont déjà entendu soit sur Radio Courtoisie, soit sur les émissions qu'on a faites et qui sont sur notre site. Et vous venez de sortir un livre sur l'histoire des bistrots parisiens, vous allez nous en dire quelques mots. Et après, vous avez été, entre autres, l'éditeur, le premier éditeur en langue française, l'édit du conte du prince Igor, qui est une épopée, la première épopée, un peu comme l'Iliade et l'Odyssée, ou la chanson de Geste de Roland, à l'époque où la Russie n'est pas encore chrétienne. Et vous avez publié plusieurs livres de contes sur la Russie. Donc vous allez parler à partir des contes de l'Antiquité jusqu'à nos jours de l'âme russe. Donc voilà, à vous cher. Alors un petit mot sur l'histoire insolite des cafés parisiens. C'est une capitale qui m'est chère au cœur et je pense que c'est un plaisir que vous partagez. J'ai effectivement écrit il y a déjà quelques temps, mais comme ça revient souvent dans l'actualité, je suis souvent sollicité, même par les télévisions, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai fait le trésor de Jean-Pierre Pernaut, puisque nous sommes également en train de militer avec des amis pour essayer de faire passer les cafés et les terrasses de Paris dans le cadre du patrimoine immatériel de l'UNESCO, donc essayer de donner une dimension supplémentaire à nos cafés, une résonance nouvelle à travers le monde. On peut dire que les Chinois ne savent peut-être pas bien souvent où mettre Paris sur une carte de l'Europe. En revanche, ils savent que Paris, c'est une ville où il y a des cafés. Et d'ailleurs, on sait bien, puisqu'ils en rachètent beaucoup en ce moment. Eh bien, l'histoire des cafés de Paris, en fait, c'est l'histoire de Paris. Et j'ai sélectionné dans cet ouvrage des cafés qui ont le plus marqué, on va dire réellement à partir de la fin du XVIIe siècle, notre histoire jusqu'à nos jours. Alors il s'avère que le premier café qui a marqué Paris, c'est le Procope. Alors je vais partir un tout petit peu en arrière, parce que là le Procope a démarré en 1686-87, mais une vingtaine d'années avant, parce que le déclic est là, nous sommes en 1669 à Versailles, et Louis XIV va recevoir l'ambassadeur de Turquie. À l'époque c'était la Porte Sublime, ce personnage arrive, est reçu par la cour, et on va faire goûter, il y a des Ottomans, des gosses qui sont là, qui sur des petits plateaux proposent à la cour le café en tant que breuvage, ce qui fait que les gens vont découvrir ce fameux kawa dont ils avaient entendu parler et qui était pour eux synonyme de mystère ou autre. Ils voulaient véritablement savoir ce que c'était. Alors Louis XIV n'aime pas ça, c'est trop amer, et d'ailleurs, ajouta-t-il plus tard, trop cher, à 40 francs la livre, il ne voulait même pas en prendre pour ses invités personnels à Marie le soir. En revanche, parmi les membres de la cour, il y a deux personnages, deux Arméniens, Audubon et Pascal, qui se disent il y a sûrement de l'argent à gagner avec ce café, on va essayer de le mettre en valeur. Et c'est l'époque où, à Paris, il y avait chaque année une foire qui durait d'ailleurs longtemps. C'était la foire Saint-Germain, qui était donc à Saint-Sulpice, où il y a encore le marché Saint-Germain, qui délimite l'endroit du bâtiment principal de cette foire, qui depuis le XIIe siècle donc, se déroulait à Paris. Et ils vont donc louer ce qu'on appelait à l'époque une loge, c'est-à-dire un emplacement. Et cet emplacement, ils vont le changer, ils vont le transformer en café à la mode des cafés de Constantinople. Donc, d'ailleurs, toutes ces pièces drôles de Molière où on voit des gens déguisés en turc, eh bien, ils prennent cet aspect pour proposer du café et tous les gens se précipitent pour essayer de goûter ce que le roi avait lui-même, comment dirais-je, bu à Versailles. Et ça va être tout à fait extraordinaire, un succès fou. Et ils vont faire appel, parce qu'ils ne sont que deux, ils vont faire appel à un petit marchand ambulant qui est sicilien d'origine, qui s'appelle Procopio del Coltelli. Vous voyez où je veux en venir, c'est que Procopio va changer son nom, il va le franciser, il va devenir François Procope. Et ce jeune
à la fin de l'exposition, dit à ses amis arméniens, qui avaient déjà un peu d'argent, il dit, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble, vous pourriez peut-être m'aider à financer un premier café. Et ils vont donc s'installer dans la rue dont nous parlions ensemble tout à l'heure, comment dire, rue de Tournon, où là, vous avez le premier Procope qui s'ouvre, et c'est un succès qui fonctionne tellement que Procope se dit, il va falloir que je trouve un local plus grand. Et là, il va aller rue des Fossés Saint-Germain, aujourd'hui rue de l'Ancienne Comédie, pour acheter ce qu'on appelait, c'était à l'époque des étuves, un étuviste donc qui a vendu ça, des bains-douches en fait de l'époque. Ils vont acheter ces locaux, d'ailleurs les voisins vont être très heureux parce que les gens n'allaient pas dans ce genre d'endroit uniquement pour prendre un bain, mais il y avait aussi de la prostitution au-dessus, ce qui fait qu'ils n'étaient pas particulièrement heureux, les voisins, d'avoir ce genre de jeunes femmes qui se promenaient dans la rue. Donc, ils vont être très heureux que Procope, avec, comment dirais-je, l'aide des Arméniens, s'installe là. Et dans les affaires, il faut bien entendu en plus avoir un petit peu de chance. Et il s'avère qu'à l'époque, les jansénistes ne voulaient pas avoir près d'eux des comédiens qui étaient excommuniés à l'époque. Donc les comédiens cherchaient également un endroit pour créer la Comédie Française. Et juste en face, le lieu qu'occupait à ce moment-là Procope, il y avait un jeu de paume. Donc c'était un endroit très haut qui permettait d'être transformé en théâtre assez facilement. Et là, c'est Louis XIV, c'est le roi qui va financer l'opération. Et c'est monsieur, il s'appelait, c'était un sieur de l'Étoile qui était le propriétaire de ce jeu de paume, et qui va donc permettre à la Comédie Française de s'installer. Ils vont jouer non seulement du Molière, mais également des œuvres d'artistes complètement oubliées aujourd'hui, comme par exemple Alexis Piron avec sa Métromanie, où ça va y avoir un succès étonnant. Et Procope va récupérer toute la clientèle, c'est-à-dire le public de la Comédie Française. À la fin des représentations, va donc venir prendre, non pas un alcool, parce que chez Procope, on ne buvait pas d'alcool, on buvait du café, on prenait un chocolat, on prenait du thé, et en plus, on avait la possibilité de manger des entremets glacés. Parce qu'on récupérait la glace à Versailles, il y avait des glacières autour de Paris, surtout à Versailles d'ailleurs, et la glace était récupérée, elle était ensuite rétrocédé à des commerçants, notamment aujourd'hui dans le 6e arrondissement, donc dans le quartier de Procope. Et la glace était conservée dans des petits, comment dirais-je, coffres en bois, dans les sous-sols, pour dire dans la cave même donc, de ce café. Et à la dernière seconde, lorsque l'entremet était fait, on allait chercher un petit coffre et on mettait l'entremet sur la glace, on refermait le coffre, et on laissait ça pendant 5 minutes, donc la température descendait beaucoup, et on proposait comme ça aux clients une crème glacée, donc c'était une nouveauté formidable. Et Procope, donc, pendant des années, va gérer cet établissement. Petite anecdote entre-temps, et ses enfants l'aidaient beaucoup, parce qu'il avait une dizaine d'enfants autour de lui. Et comment les appeler? Parce que la bourgeoisie qui venait, ou la petite noblesse même qui se rendait chez Procope, eh bien, ne savait pas comment appeler ces gosses qui tournaient autour des tables. Alors on les appelait petits garçons. Garçon, c'est l'origine de garçon de café. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et les femmes, à l'époque, n'avaient pas le droit d'entrer dans ce genre d'établissement, donc elles devaient rester à l'extérieur. D'où la création de la première terrasse de café. Donc pour les femmes restaient en terrasse quand il faisait beau. Voilà, ça c'est pour essayer un petit peu de montrer le décor. Et cette, comment dirais-je, cette formule proposée par Procope va faire des adeptes, puisqu'à la mort de Louis XIV en 1715, il y aura dans Paris 300 cafés qui ressembleront donc au Procope. Et puis ensuite, en fonction de l'histoire, puisque arrive le XVIIIe siècle, et au XVIIIe siècle, ce sont les philosophes qui vont commencer à fréquenter Procope. À une petite table comme celle-ci, il y avait Diderot et d'Alembert qui se sont dit un jour, et si on faisait une encyclopédie? Il y avait par exemple Voltaire qui tournait aussi autour des tables, qui avait un mauvais caractère, qui était jaloux et qui était profondément désagréable. Et il avait notamment comme ennemi, il y en avait beaucoup, mais il détestait particulièrement Buffon.
que Buffon gagnait beaucoup d'argent avec ses droits d'auteur, parce que son histoire naturelle marchait beaucoup, donc il gagnait beaucoup d'argent. Et lui, en revanche, vendait très mal ses œuvres. Et c'est pour ça qu'un jour, Voltaire croise Buffon, le regarde et dit « C'est vrai que vous, monsieur Buffon, vous gagnez beaucoup d'argent avec vos coquilles. » Voilà, c'était le genre de mots que Voltaire aimait bien. Donc il détestait Fréron, il détestait... enfin, et Piron qui était aussi très drôle. Puisque je vous raconte un petit peu quelques anecdotes qui sont dans mon livre. Piron a un peu plus de 80 ans à ce moment-là, et Piron est devenu pratiquement aveugle. Mais Piron, toute sa vie, a beaucoup aimé les femmes, donc il était resté en relation avec ce qu'il appelait ses nièces, qui étaient des femmes charmantes. Et il habitait au Palais Royal, côté des jardins, il y avait un superbe appartement. Et de temps en temps, quand il faisait beau, une de ses nièces venait le voir, en lui disant « Mon oncle, il fait beau, on va peut-être en profiter pour aller faire un tour dans les allées du Palais Royal. » Il était très heureux. Et un jour, Piron, comment dirais-je, est chez lui, il est un peu en négligé. La nièce arrive, elle dit « Il fait beau, ah oui, habillez-vous et puis venez donc et on ira faire une petite promenade. » Alors il s'habille, mais eu égard aux vêtements de l'époque, il s'habille fort mal. Il s'habille tellement mal qu'une partie de son anatomie reste visible, il ne s'en rend pas compte. Et finalement, les voilà tous les deux bras dessus en train de philosopher dans les allées, jusqu'au moment où ils croisent un groupe d'enfants. Les enfants voient ce personnage, commence à éclater de rire. La nièce baisse les yeux, elle lui dit finalement, elle comprend tout de suite ce qui se passe, elle dit « Je vous en prie, mon oncle, cachez votre histoire. » Et à ce moment-là, Piron regarde sa nièce et dit « Vous savez, ma chère, il y a belle lurette que cette histoire n'est plus qu'une fable. » Voilà, c'était le mot drôle. Vous savez, c'est le français du XVIIIe siècle. Hein. Donc il y avait, bien entendu, plusieurs sens à donner au bon mot qui était prononcé. Enfin, je vous raconte ça pour vous donner à peu près une idée des personnages qui fréquentaient ces cafés à cette époque. Et ensuite, si vous voulez, avec le temps, on va traverser, je vais faire vite parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, et tout du moins, en fonction de l'histoire. C'est-à-dire qu'on arrive tout doucement vers la Révolution, et il y avait, et au Palais Royal notamment, que maintenant il n'y a pratiquement plus rien au Palais Royal, sinon le Grand Véfour, mais à l'époque, le Véfour, c'était un café, et tout autour, il y avait énormément de cafés. Et on connaissait la couleur politique de quelqu'un en fonction du café qu'il fréquentait. C'était le café des montagnards, le café des Girondins, le café des royalistes. Il y avait, et tous ces gens venaient souvent avec des gourdins, d'ailleurs, avec des nerfs de bœuf. Et ça se passait très mal. Quand ils sortaient du café, c'était des bagarres épouvantables. Et tout ça, ça faisait partie un peu de l'air du temps, donc les gens n'en parlaient pas particulièrement. Après, et puis donc, bon, arrive la Révolution, arrive ensuite, on va faire un petit peu vite, mais on va remonter Bonaparte. Bonaparte fréquentait les cafés, mais Napoléon, sans mauvais jeu de mots, les fréquentait pas, ou voulait du moins que les gens ne puissent plus se rendre dans les cafés. Donc il freinait l'expansion des cafés parce qu'il savait que dans les cafés, les idées circulaient et qu'on contrôlait mal finalement les cafés. Bon. Et donc, les cafés ne sont pas véritablement, avec l'Empire, développés, mais ensuite, avec la Restauration, ça a recommencé, et il y a eu de nouveau beaucoup de liberté, et puis, dans Paris, au fil du temps, vous allez voir apparaître les premiers cafés chantants. Donc là, on est sous Louis-Philippe, surtout à peu près, donc hein, les premiers cafés chantants. On va voir apparaître aussi, ce qui relance d'ailleurs actuellement dans Paris, c'est un boucher qui a créé ça en 1860, qui s'appelait Duval, qui va créer les premiers bouillons à Paris. Et vous allez avoir la famille Chartier qui va se lancer là. Donc vous allez avoir les bouillons Chartier, là notamment par exemple Bertrand vient de racheter à Montparnasse un établissement, c'était Montparnasse 1900, qui a été transformé en bouillon Chartier. Ça vient de renaître, et il garde parce qu'en même temps, il faut bien voir, c'était l'idée de Duval, c'était de présenter dans un endroit merveilleusement bien décoré, d'une manière tout à fait très belle, ostentatoire, et bien permettre à des gens très simples de venir prendre un bouillon, c'était en fait un plat complet, une espèce de soupe chaude avec de la viande et autres, et les gens eh bien, mangeaient relativement rapidement, donc il y avait énormément de services qui se succédaient, ça avait beaucoup de succès, ils étaient heureux les gens de rester un quart d'heure, une demi-heure dans un lieu
très agréable à regarder. Et ensuite, donc, il partait et il dépensait relativement peu d'argent. Donc la formule a eu énormément de succès et elle fait partie, donc, puisque ça continue encore aujourd'hui, des grands mouvements qu'on a vu se développer à Paris. Et puis vous avez eu aussi, donc après les cafés, bien sûr, vous avez eu les brasseries qui sont arrivées, notamment des Alsaciens qui sont venus. Comme Boffinger notamment, des gens comme ça qui ont créé, eux c'était la bière qui a fait son apparition, la bière pression notamment, voilà, etc. Donc ça fait partie des premières grandes révolutions qui ont marqué la vie des cafés parisiens. Et à Paris, on a vu des gens venir de tous les milieux socio-professionnels qui venaient échanger des idées, et en fonction du moment d'ailleurs qui était traversé, eh bien, bon, on avait des mouvements, des idées, puis il y avait la police, bien sûr, qui fréquentait ça, parce qu'il fallait surveiller ça, d'une manière très... bon, très marquée, devrais-je dire. Et il y a trois grands cafés, il y a trois grands quartiers dans Paris, excusez-moi, qui ont vu se développer les cafés. Montmartre, c'est plutôt d'ailleurs même des cabarets. Montparnasse, les peintres. Et puis Saint-Germain-des-Prés avec le monde littéraire, avec les auteurs, avec les journalistes. Et donc ce sont les trois pôles qu'on va voir. Alors à Montmartre d'abord, la première grande révolution, c'est la création, on peut dire à la fin du 19e siècle, du Chat Noir de Salis. Rodolphe Salis, qui était peintre d'ailleurs, qui avait un atelier de boulevard de Rochechouart, qui voit arriver un gars qu'il avait plus ou moins rencontré avant, qui s'appelait Émile Goudot, s'appelait Goudot, et puis être le président des hydropathes, c'est-à-dire ceux que l'eau rend malade, c'est tout un programme, qui avec ses amis Villette, Forain, et puis et Stenlen, enfin les grands amis peintres qu'il avait, décide de transformer son atelier en cabaret. Et puis en même temps, Goudot lui a amené Rolina, Paul Verlaine, qui animait des soirées littéraires. Ces gens-là venaient du 5e arrondissement, mais ils ne trouvaient pas d'endroit assez grand pour se réunir. Donc c'est pour ça, comme l'atelier était très grand, que le Chat Noir a commencé d'exister. Et ce Chat Noir a vu naître aussi un artiste de grand talent qui a commencé à passer, indépendamment de MacNab, de Rictus, de tous ces gens-là. Il s'appelait Aristide Bruand. Bruand venait du Gâtinais, il était pratiquement de la région de Montargis, vous voyez, il est arrivé à Paris, et lui, il a commencé donc à écrire des chansons qu'on a encore tous en tête, et ces chansons ont marqué, ont eu beaucoup de succès, et quand Salis a décidé de déménager pour aller à un endroit un petit peu plus grand encore, rue Victor Massé, eh bien, il a laissé le local vacant à Bruand, qui lui va créer le Mirliton, qui fut également un des plus grands cabarets montmartrois. Et ensuite, Bruand va placer de l'argent à Montmartre. Il va notamment acheter, il va créer ce qu'on appelait le lapin agile, mais le lapin agile, ça avait été avant, c'était un beuglant qui s'appelait Ma Campagne, qui avait été notamment dirigé par une certaine Adèle, une ancienne danseuse du Moulin Rouge. Et puis on a vu aussi au tout début du XXe siècle, dans les jardins, des personnages comme Picasso, comme Apollinaire, comme Marc Orlan qui fut même le gendre de Frédé, qui était le patron du lieu, qui chantait des chansons de marins, avec cette histoire que vous connaissez très certainement, l'histoire du fameux tableau peint par Lolo, l'âne, si ça vous dit quelque chose, je vous dis en 10 petites secondes, monsieur Georges Pedro. Ils sont là, tous les personnages que je viens de citer, sont dans le petit jardin du lapin Agile, Agile pour André Gilles, qui avait décoré, qui avait fait justement ce tableau qu'on voit encore à Montmartre à l'extérieur, où on voit un lapin qui sort d'une casserole. Et tous ces personnages, donc Apollinaire, et puis, comment dirais-je, Picasso, et puis surtout Dorgelès, qui était là aussi, c'est Dorgelès qui a l'idée de faire peindre un tableau par un petit âne qui est là, qui est dans le jardin, qui s'appelle Lolo, qui est en fait l'âne de Frédé, parce que Frédé, avant d'être responsable, gérant du lapin Agile, il faisait les marchés à Montmartre, il faisait monter la rue Le Pic, et les charges étaient portées par ce petit âne, et comme il voulait le garder jusqu'à sa mort, il le gardait en villégiature, comme ça, dans le jardin, et Dorgelès dit, mais on va lui faire peindre un tableau. Alors ils vont chercher un pinceau, ils l'attachent à la queue de l'âne, et puis un appendice caudal du brave animal, et puis
Il y en a un autre qui donne des carottes à l'âne qui remue la queue, et puis en remuant la queue, le pinceau est mis dans des peintures, etc. Tout ça, ça gicle sur une toile qui est tenue sous la queue de l'âne par les compères dont je vous ai donné les noms tout à l'heure. Et puis finalement, il y a énormément de couleurs comme ça qu'on retrouve sur la toile. Alors il fallait donner un titre à ce tableau. Ils ont appelé ça, je crois, le coucher de soleil sur l'Adriatique. Pourquoi pas. Il fallait trouver aussi le nom d'un peintre. Alors, dans les Fables de La Fontaine, l'âne, c'est Aliboron. Alors, Aliboron va donner Boronali. Voilà, ils vont s'amuser. Boronali, peintre italien, qui a fait ce coucher de soleil sur l'Adriatique. Alors, la blague aurait pu s'arrêter là, mais non, ça ne s'est pas arrêté là. Que ça n'a pas changé, vous savez, l'esprit des critiques aujourd'hui. Ils vont prendre ce tableau et ils vont l'accrocher au Salon des Indépendants. Et tout le monde se demandait quel était ce merveilleux peintre italien qui avait fait un tableau aussi extraordinaire, avec des couleurs aussi belles, et ça a duré pendant toute la durée du salon. Si ce n'est que la veille de la fermeture, dans la presse d'Orgelès, à la une d'un journal, a dévoilé l'histoire drôle. Et alors tout le monde s'est précipité le dernier jour pour voir le tableau de l'âne, finalement. L'âne étant surtout le critique qui n'avait pas arrêté d'encenser ce... Voilà, ça c'est le genre de blague très montmartroise qui se sont faites donc tout au long de cette période-là. Et puis est arrivée la guerre. Alors, un peu avant la guerre, comme il y avait beaucoup de peintres d'origine étrangère aussi, donc pour certains, je parle de la Première Guerre mondiale, alors certains sont partis. On a eu Van Gogh, par exemple, qui est venu peindre la guinguette en haut de la butte, justement à la même franquette, qui à l'époque s'appelait les billards en bois. Et puis, toute cette équipe de peintres, dans l'ensemble, l'équipe n'est pas restée à Montmartre, ils ont été à Montparnasse. Voilà. Donc c'est le début de Montparnasse. Montparnasse, c'était surtout des dancing, des salles de bal, et on va voir se développer des établissements importants comme la Coupole, le Dôme, la Rotonde, dont on parle ces derniers jours, qui malheureusement a brûlé, et puis le Select, et puis également d'autres salles de danse, dont la Closerie des Lilas d'ailleurs, et en face chez Bullier. Alors tout ça c'était des Auvergnats qui tenaient des dancing et qui ont transformé en fonction du succès de leur salle, peu à peu, ces dancing donc en établissement. Et c'est Lafont qui a créé notamment la Coupole. On a du mal à imaginer le tout Paris se rendant régulièrement dans ces endroits-là. Il y avait beaucoup d'artistes, il y a des histoires drôles. Vous avez par exemple un des meilleurs clients de la Coupole, c'était Jules Berry, pour ceux qui se rappellent de ce merveilleux acteur que fut Jules Berry, qui était criblé de dettes, à tel point qu'il évitait, quand il rentrait dans l'établissement, de rester trop longtemps, quand il reconnaissait un de ses créanciers. Et ce jour-là, c'est une histoire, même une histoire véridique aussi, il est à la Coupole, il rentre, il enlève son chapeau, il avait un chapeau de forme, il le pose sur le zinc, et puis il commence à parler avec les personnes qui sont autour de lui, et soudainement arrive un créancier qui lui dit « Monsieur Berry, c'est impossible qu'il soit absolument que vous me donniez quelque chose. » Enfin, il est à la limite, j'allais dire, de l'agressivité. Et Jules Berry le regarde et dit « Mon cher ami, puisque vous avez pris la peine de venir jusqu'à moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous raconter quelque chose que je raconte jamais d'ailleurs à personne. Vous savez, tous les samedis, quand je rentre chez moi, eh bien, je prends une grande feuille de papier. Sur cette feuille de papier, je marque le nom de tous mes créanciers. Je coupe ça en tout petits bouts, je replie les petits bouts et je les mets tous ces petits bouts dans le chapeau là, qui est là. Et je secoue mon chapeau, je prends un petit papier et la personne dont le nom apparaît, je la rembourse. Mais vous, puisque vous êtes particulièrement désagréable aujourd'hui, je vais vous faire une autre confidence. Samedi prochain, vous ne serez pas dans mon chapeau. Bon, bah, vous imaginez le tact de Monsieur Lafont, le patron de Bruxelles, pour séparer les gérants, parce que ça allait exploser dans le ciné. Et ça, c'était, alors sans compter les hommes qui venaient avec leur bon ami, on va dire leur maîtresse, alors que la femme était dans la salle de l'autre côté. Donc il fallait s'arranger pour pas que le couple puisse se retrouver, etc. Bon, ça c'était, c'est pour vous dire que les clients étaient quand même extrêmement connus. Surtout, là je vous parle d'ailleurs, on parle de l'auteur de l'Atlantide, Benoît, vous voyez, qui était Pierre Benoît, qui était, comment dirais-je, connu justement
pour aimer particulièrement les femmes et pour fréquenter beaucoup la culture. Alors tous ces cafés étaient fréquentés donc par des gens extrêmement connus, et tout ça, ça a duré, on peut dire, jusqu'à la guerre surtout. Quand ils tenaient leurs établissements, par exemple, ils avaient remarqué, notamment ceux qui tenaient les deux Magots et le Flore, la famille Goubal, pour ne pas la nommer, que quand une célébrité rentrait, que ce soit par exemple Jean-Paul Sartre, ou Simone de Beauvoir, ou Boris Vian, ou Mouloudji, ou je ne sais, voilà, eh bien, le chiffre d'affaires montait, parce que les vedettes étaient repérées, et les gens rentraient derrière pour prendre un café en regardant Jean-Paul Sartre. Alors, comme il venait pas souvent quand même, eh bien c'est pas grave. Ils avaient trouvé un palliatif, c'est-à-dire qu'ils louaient des sosies à l'heure ou au quart d'heure. Alors il y a un gars qui s'installait dans une alcôve, qui ressemblait à Jean-Paul Sartre, il faisait mine d'écrire, alors bien sûr que les garçons étaient au courant, et alors le brave kidam disait « C'est monsieur Sartre, ça va ? Écoutez, laissez ce monsieur, il est en train d'écrire, il ne faut pas le déranger. » Il regardait un personnage, bon bref. Et au lieu de payer le café, on dirait aujourd'hui 1,50 €, il le payait 4 €, peu importe, mais ça faisait partie d'ailleurs de la bonne marge de ces établissements. Mais on n'a pas eu ça, parce que je vous parlais du Flore, il ne faut pas oublier que c'est aussi au premier étage du Flore que Maurras a créé le journal de l'Action française quand même. Voilà, il y avait beaucoup de célébrités dans tous les domaines. Alors ceci pour vous donner une petite idée de cette histoire des cafés de Paris, qui continue aujourd'hui. Je vais même parler de ce qui vient de se passer à la Rotonde. On pourrait en faire aussi, le garder comme anecdote, parce que je crois que c'est un lieu qui était particulièrement fréquenté par le président de la République actuelle. Et c'est un monsieur que je connais bien qui s'appelle Serge Tafanel. C'est la famille Tafanel, une famille très riche, qui est elle qui contrôle à Paris aujourd'hui, avec la famille Richard d'ailleurs, pratiquement la totalité du marché. Richard, c'est le café. Ce sont les machines, c'est bon. Et puis en revanche, Tafanel, c'est toutes les boissons. Voilà, ils sont à Aubervilliers, ils ont une usine, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, non, peut-être pas la famille Tafanel ou la famille Richard. Non, mais enfin, on voit beaucoup de camions de livraison avec Tafanel. Ce sont des familles importantes. Et donc, ça ne change pas, il y a toujours des grands mouvements dans les cafés parisiens, et puis ça perdure. Si ce n'est qu'aujourd'hui, bon, le problème est différent, c'est que les cafés sont en train de disparaître, c'est pour ça qu'on milite avec l'UNESCO, parce qu'en 20 ans, vous avez pratiquement 40% des cafés de Paris qui ont disparu ou qui ont été repris par des chaînes industrielles, si vous voulez, au niveau de la nourriture qui est servie, ou de la nourriture asiatique, vous voyez. Donc tout ça, c'est le petit bistrot traditionnel de Paris, tel qu'on a pu l'apprécier il y a encore quelques décennies, est en voie de disparition. Donc il faut faire quelque chose pour que ça fait quand même partie de notre patrimoine, quelque part, que ça continue de vivre. En province, c'est peut-être pareil. Voilà, entre Avalon et Auxerre, il n'y a pas un café Soiflex, mais non pas à moi. C'est incroyable. Voilà, je vais refermer la parenthèse des cafés. Alors pour vous parler d'un autre sujet, mais ça me tenait un petit peu à cœur parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Alors en revanche, je vais vous parler de la Russie. Vous voyez, on part, quoi qu'il y a eu beaucoup de Russes aussi à partir de 1917 dans les cafés de Paris, après la Révolution dans les années 20. D'ailleurs, je vais vous raconter, ça va être la transition, une petite histoire drôle. Nous sommes à la terrasse, je vais vous parler de la Rotonde. Et nous sommes en 1920. Il y a 3 personnages qui sont en train de prendre l'apéritif à l'extérieur. Jean Cocteau, Raymond Radiguet, le petit copain de Cocteau de l'époque, et Georges Auric, le grand musicien Georges Auric. Ils sont tous les 3. Quand arrive le plus mauvais peintre de Montparnasse, c'est le surnom que tout le monde lui donnait, c'était un vieux russe qui était venu en 1900, 2-3 années auparavant, d'ailleurs, avec la Révolution 17. Et tout le monde savait qu'il faisait une peinture effrayante. Tout du moins, c'était les idées qui couraient, ce qui fait que quand ce brave homme arrivait et voyait Cocteau, il disait « Oh, cher maître, vous me feriez vraiment beaucoup d'honneur si vous acceptiez de venir voir mon atelier. » Alors, Cocteau éludait gentiment, il dit « Écoutez, mon cher, mais on va partir, on a très peu de temps. » Et ce jour-là, Radiguet lui fait un coup d'œil, on se dit « Mais et pourquoi pas et si on y allait voir ces tableaux ?» Et bien voilà le trio qui emboîte le pas du brave russe, ils font quelques dizaines de mètres, et ils rentrent effectivement dans un immeuble, et là, ils rentrent et ils découvrent l'atelier du vieux russe,
Et fait Cocteau, c'est Cocteau qui a raconté l'anecdote, et on n'a jamais vu des choses aussi épouvantables. C'était vraiment abominable, aussi atroce. Et le brave homme, le brave russe, il expliquait dans quelles conditions et pourquoi il avait fait tel tableau, tel tableau, tel tableau, tel autre tableau, jusqu'au moment où, au fond de l'atelier, comme ça, il y a un tableau qui est encore pire que les autres. C'est une catastrophe. Alors, Radiguet s'approche, regarde le tableau, et là, le russe le rattrape. Il dit, écoutez, celui-là, c'est particulier, il n'est pas terminé. Et à ce moment-là, Radiguet se retourne vers Cocteau et dit, pourtant, il y a des œuvres qu'on devrait achever. C'est encore un mot. Voilà, c'était la petite quand même, transition avec la Saint-Roussi. Alors, j'ai dit dans une autre vie, c'est que bon là, depuis que je suis en retraite, j'écris pas mal de bouquins, mais dans une autre vie, ce qui a motivé d'ailleurs sur un plan professionnel tout ce que j'ai fait, je suis un amoureux du livre, et donc j'ai monté une maison d'édition, les éditions d'art du Rameau d'Or à Versailles, et pendant des années, nous avons fait des ouvrages de bibliophilie. C'est-à-dire qu'on faisait des petits tirages avec des papiers magnifiques, c'est un fort grammage, et puis une très belle qualité au niveau des cuirs, on prenait des grands textes. J'ai même fait travailler un homme pendant 15 ans, les 15 dernières années de sa vie, que j'avais aimé en tant que gosse, parce que c'est Pierre Joubert, je crois que tout le monde ici connaît Pierre Joubert, celui qui a créé le personnage du prince Éric, etc. Et lui, il faisait beaucoup d'illustrations de livres de scout, mais nous, on l'a sorti de cela, et on lui a fait faire des illustrations d'ouvrages de bibliophilie. Et parmi les ouvrages de bibliophilie, nous avions fait l'histoire des ordres de chevalerie, la légende de Siegfried et autres, les sagas islandaises, mais nous avons fait, comment dirais-je, le dit du prince Igor, dont mon frère Thierry a parlé tout à l'heure, qui est un texte prodigieux. Alors on avait envie de faire ce texte, parce que l'histoire d'ailleurs du texte est extraordinaire. C'est un texte qui relate l'histoire d'Igor, qui est un prince de Novgorod, et ce prince donc, apprend que son territoire est envahi, donc il part avec son fils à la rencontre des envahisseurs. Je vous résume l'histoire très rapidement. Il va y avoir une bataille extrêmement importante. Le roi Igor et son fils vont être faits prisonniers, donc ça pourrait être une défaite, mais au bout de quelques temps, ils vont réussir à s'évader, à retourner chez eux, et ça va être la joie, ça va être puisque Borodine a fait ce merveilleux opéra d'ailleurs, avec les danses polosiennes à la fin notamment, qui est tout à fait extraordinaire. Alors, si vous voulez, ce texte pour les Russes a autant d'importance que pour nous la chanson de Roland. Hein, c'est une œuvre profane, c'est une des premières fois où une œuvre était écrite et ne touche pas à un sujet religieux. Donc cette œuvre va être considérée comme étant la première œuvre littéraire réelle des Russes. Hein, Alors, cette chanson, ce poème épique, si vous voulez, va naître en 1185. Bon. Et là, d'abord, on ne sait pas trop où il va, mais on va le retrouver, comment dirais-je, un petit peu plus tard, dans une grande église, c'est l'église du Saint-Sauveur de la Transfiguration, en Russie, à, comment dirais-je, justement, c'est un Novgorod. Non, excusez-moi, à Yaroslav, la patrie du prince Igor, à Yaroslav. Et là, si vous voulez, ce manuscrit a une histoire un peu étrange, parce que, comment dirais-je, il va être redécouvert après, en 1795, et traduit, Dieu merci, un petit peu avant, mais en 1795, on le localise ailleurs, je vais vous dire où, dans l'hôtel particulier de Moussine Pouchkine à Moscou. Bon. Je crois que c'est Moussine Pouchkine qui rachète, donc c'est le comte Moussine Pouchkine qui rachète ce manuscrit. Et l'histoire est la suivante. C'est que nous, on édite ce livre, on en fait un ouvrage de haute bibliophilie. Ça arrive dans l'oreille de l'ambassadeur de Russie à Paris à cette époque, qui nous invite avec mon épouse. Ah, et quand les Russes vous invitent, vous savez, c'est extraordinaire. Il y a la vodka, les petits fours, etc. C'est extraordinaire. Et il y a même un musicien qui est là, qui nous joue du piano. Et puis il y a des personnalités aussi qui arrivent. Et nous avons le discours de l'ambassadeur. Et l'ambassadeur nous dit, en nous regardant, c'est quand même très curieux parce qu'à une certaine époque, des Français nous ont privés du prince Igor.
qui fait allusion à quoi? À 1812, lorsque Napoléon déclenche indirectement l'incendie de Moscou, où tout brûle, y compris l'hôtel particulier de Pouchkine, et l'original est détruit du Prince Igor. Et Dieu merci, il restait une copie, et c'est cette copie donc, qui était à Iaroslavl, qui a permis ensuite à d'autres personnes de le retraduire et de le faire circuler. Et donc, il nous dit curieusement, des Français nous ont privés du Prince Igor, mais curieusement, d'autres Français nous le ramènent. Voilà, donc c'était un mot amusant, prouvant que les Russes connaissent très bien l'histoire de France, connaissent très bien en même temps l'histoire des manuscrits et l'histoire de la littérature. Et on a donc fait ce livre qui retrace, comment dirais-je, cette épopée. Et ça nous a donné envie, avec mon épouse, de faire plusieurs voyages. Nous sommes allés à Iaroslavl, on a même eu un très joli diplôme pour nous, en russe, magnifique, très agréable, pour nous remercier d'avoir fait cet ouvrage-là. Et de fil en aiguille, si vous voulez, après, je me suis particulièrement intéressé aux contes russes, puisque le frère Thierry me dit qu'il faudrait parler de l'âme russe à travers les contes russes. Alors l'âme russe, c'est quand même un concept, j'allais dire, surtout littéraire, puisque l'âme russe, le premier qui va nous parler de l'âme russe, c'est Gogol, avec Les âmes mortes, voilà, ce livre de 1840, où on va finalement essayer de codifier ce qu'est vraiment l'âme russe, donc c'est-à-dire le mysticisme, on peut dire, vous voyez, et puis le côté délirant un peu du personnage, ce côté slave qu'ils ont dans tous les domaines, en bien et en mal d'ailleurs, et puis cette interrogation qu'ils ont en permanence, et qui est liée aussi d'ailleurs à la religion orthodoxe. Et cette âme slave, cette âme russe, va aussi être un petit peu plus étudiée en profondeur par Tourgueniev aussi en 1860. Donc c'est un concept quand même littéraire. Et on retrouve ces grands éléments, ces grands moments de caractère des Russes et autres dans leurs contes. Et dans les deux ouvrages que j'ai refaits, c'est-à-dire les Pâques et surtout les Noëls de la Sainte-Russie, j'ai tout d'abord recueilli des traductions très connues, puisque ce sont souvent des contes de Dostoïevski, de Gogol, j'ai 5 ou 6 grands auteurs, et Tolstoï bien sûr, 5 ou 6 auteurs extrêmement connus, mais j'ai aussi complètement repris des travaux qui avaient été faits par Afanassiev, qui lui, dans la seconde partie du 19e siècle, a fait un travail colossal qui représente à peu près 5 ou 6 volumes. C'est toute la tradition orale. Il a été chercher toute la tradition orale des contes et il les a repris, mais d'une manière extrêmement succincte. C'est-à-dire, il y a 4-5 lignes à chaque fois pour alimenter un auteur pour faire 8-10 pages, souvent avec beaucoup de plaisir. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai repris beaucoup de contes, à peu près la moitié à chaque fois, touchant la tradition orale, que j'ai développé. Et ensuite, donc, j'ai repris, en touchant 2 thèmes, sur les Noëls et Pâques, parce que chez nous, enfin en tant que chrétien et catholique, c'est Noël qui a le plus d'impact, puisque c'est la naissance du Christ. Mais chez les Russes, ce qui compte le plus, c'est sa résurrection. Donc c'est Pâques donc, qui est davantage fêté. Et je m'en suis rendu compte d'ailleurs en faisant ces 2 ouvrages, je me suis rendu compte que Pâques est plus sollicité quelquefois par les acheteurs que Noël. Mais enfin, Noël a eu beaucoup de succès. Et nous avons encore été invités à l'époque, quand j'ai fait ça avec l'éditeur qui est Benoît Mancheron, que vous connaissez peut-être, Benoît qui est un garçon charmant, adorable, qui a créé donc Via Romana, et qui a édité donc ces 2 ouvrages-là. Et un jour, Benoît, nous étions dans son bureau, Noël venait de sortir, il me dit « Et si on l'envoyait à l'ambassadeur de Russie ?» J'ai connu l'ancien, mais celui-là je ne le connais pas. Il s'agissait d'Alexandre Orlov à l'époque, qui était en poste à Paris. Et il me dit « On va faire », je lui dis « Écoute, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'adresser à lui, comme je sais qu'il est, je crois, de 1947 comme moi. Donc quelque part, l'ambassadeur, je vois un peu comment il peut réagir, en fait, c'est un problème de génération. Et je ne vais pas passer de pommade, je dis, monsieur l'ambassadeur, j'ai le plaisir de vous adresser cet ouvrage qui, je pense, vous rappellera des souvenirs d'enfance et autres. Je tourne 2 phrases comme ça, 2-3 phrases, d'une manière très simple et chaleureuse.
écoutez, le lendemain matin, il téléphone à Benoît Mancheron et il dit, il faut absolument que vous veniez à l'ambassade. Et nous avons été invités, c'était même pas à l'ambassade, c'était chez lui, dans son hôtel particulier, rue de Grenelle, et il y a eu une fête formidable, comme les Russes savent les organiser. Et donc, ces deux ouvrages, eh bien, nous avons eu beaucoup de plaisir de les écrire en ce qui me concerne, et puis de développer même toute la partie tradition orale, parce que c'est passionnant, ces personnages qui sont, et ça rejoint, comment dirais-je, ça dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Russe, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui apparaissent dans ces contes qu'on a du mal à évaluer, notamment le climat. Quand même, il y a une bonne partie de la Russie où 6 à 8 mois par an, ils sont entre -5 et -50. Donc ce sont des forêts énormes, il y a de la glace, il y a de la neige, il y a des petites maisons, des petites dachas qui sont perdues comme ça dans un univers glacé. Et automatiquement, les gens qui vivent là, Babouchka, etc., ne voient pas la vie de la même manière. Elles sont isolées. Ce qui fait qu'elles vivent avec le merveilleux en même temps. Donc c'est pour ça qu'il y a un conte, Babouchka, c'est que les rois mages arrivent. Les rois mages arrivent parce qu'ils sont en train de chercher l'endroit où le sauveur va naître. Et la pauvre, elle est fatiguée, elle a ramassé du bois toute la journée. Mais venez dormir dans la maison, et puis vous verrez, et puis demain matin, on aura tous repris des forces, et puis je partirai avec vous. Et malheureusement, elle ne peut pas les suivre, parce que les rois mages n'ont qu'une idée et qu'une envie, c'est de rejoindre l'endroit où le Christ va naître le plus rapidement possible. Donc ils s'en vont, avec leurs traîneaux, etc. Et la pauvre, le lendemain matin, il a neigé, donc il n'y a plus de traces et autres, mais elle emmène son chien et son petit chat. Et les voilà tout ce groupe, c'est très émouvant, qui part rechercher, suivre les rois mages pour trouver l'endroit où le Christ va naître, où le Sauveur va naître, et le conte tourne là-dessus, et ce qui fait que on ne va plus avoir jamais de nouvelles d'elle, si ce n'est que de temps en temps, on sait qu'elle est apparue à une année particulière, à un Noël, où elle apporte des petits jouets confectionnés par ses mains glacées, doigts glacés et tout ça. Donc c'est très émouvant, vous voyez, c'est plein de force. Et ce que je vous parlais des conditions climatiques, parce qu'elles sont omniprésentes dans ces contes. Et c'est très... Il n'y a que les Russes qui peuvent, j'allais dire, nous mettre en phase avec un univers comme ça. Et puis on est tout le temps à la limite du fantastique. Moi, c'est ce qui m'a véritablement motivé et plu. Et c'est pour ça que ce sont des thèmes qui resteront à tout jamais, je pense, en Europe, et ne pas faire même... L'Europe avec les Russes, c'est de la folie furieuse sur un plan politique, parce que ce sont nos racines qui sont là, nos racines chrétiennes, elles sont là, on a tout à partager avec eux. Et quand on est avec eux, d'abord ils parlent en général un français merveilleux. J'ai rencontré même, quand on avait fait une croisière avec mon épouse, on avait été de Moscou à Saint-Pétersbourg avec un petit bateau. Il y avait une femme qui nous servait de guide, elle parlait un français extraordinaire. Je lui dis, madame, mais où avez-vous appris à parler un français aussi pur? Vous avez dû aller dans quelle ville de France avez-vous? Elle me dit, non, je ne suis jamais allé en France. Elle était plus toute jeune, hein. Je dis, ah bon? Elle me dit, non, j'ai appris ça, j'étais enfant avec mon père qui était le patron du KGB en Algérie. Et effectivement, elle parlait un français extraordinaire. Bon, pour vous dire, donc ça rappelle aussi que le KGB n'est pas trop éloigné du fait que nous avons perdu l'Algérie d'une certaine époque. Voilà, mais ça c'est... Les Russes le savent, nous, on nous parle d'autre chose. Voilà, mesdames, messieurs, je ne vais pas être trop long parce que le temps passe tellement vite, mais c'est un plaisir d'être avec vous.